Donc cet après-midi complétera celle du matin, les interventions du matin. On va commencer par Madame, je cherche le nom, Mélanie Dominique, qui est maître de conférence, et vous avez vu qu'on travaille beaucoup. Il y en a un partenariat avec l'université de Picardie. Voilà, Jules Verne. Donc, et aussi, Université de Picardie, il est psychologue de l'éducation qui va nous parler d'un sujet très important, et surtout des cas cliniques, la tentation de l'idéologie mortifère. Donc, ça complète un petit peu, si on veut dire, les généralités ou l'espace assez large de ce matin. À vous, madame. Et il faut parler dans le micro, hein, et vous aussi, hein, parce qu'on enregistre et puis pour faire une publication. Dans celui-là ? Et vous êtes invité. Là, celui-là. Oh. On va faire le tam-tam après. Hein. Vas-y. On passe le tam-tam. Bonjour. Bonjour à tous et merci sincèrement pour cette invitation et pour cet accueil chaleureux. Donc aujourd'hui, pour ce thème-là, bien évidemment, on pourrait utiliser de nombreuses grilles de lecture sur le radicalisme, que ce soit géopolitique, que ce soit social, qu'on s'intéresse à l'environnement externe ou au processus interne. Et une complexité s'ajoute, c'est qu'on ne peut pas non plus assimiler les prêcheurs de simples adolescents qui vont s'intéresser à des idéologies radicales, à ceux qui vont passer à l'acte. Donc les phénomènes vont s'interférer, vont se complexifier, mais il me semble qu'il y a en plus un autre élément qui ajoute une complexité supplémentaire, hein, c'est le tragique de ce sujet, le tragique en termes de comment dire, d'actes, mais aussi en termes de déshumanisation, hein, que ça induit et qui rend le sujet peut-être particulièrement difficile à penser. Et pourtant, pour penser, il faut prendre un petit peu de recul, bien évidemment. Donc j'ai souhaité aborder ce sujet à partir de la question de l'idéologie, puisque les actes sont commis au titre d'idéologie religieuse. Donc j'ai pris cette thématique-là au premier degré, j'ai envie de dire, pour m'intéresser à l'idéologie. Alors, Freud s'est intéressé à la religion et en tant qu'homme de science, il pensait que la religion finirait par régresser, puisqu'il ne comprenait pas pourquoi finalement la croyance prenait le dessus sur le raisonnement. Et il pensait que, à force d'avancer, la science allait nous permettre d'être plus rationnels et donc que la religion allait finalement décliner d'elle-même. On se rend bien compte aujourd'hui que la science n'a jamais été aussi développée, n'a jamais laissé autant d'espoir, et pourtant la religion est peut-être plus que jamais au devant de la scène et apparaît plus que jamais dans les débats politiques, quels qu'ils soient. Sur ce point, si Freud a été naïf, Lacan, lui, n'a pas été dupe, puisqu'il avait prédit que justement l'avancée de la science nous amènerait devant une impasse, puisque la science ne nous dit pas que faire de la science. La science nous laisse croire que tout peut... merci. Que tout peut se réguler, mais finalement, elle réduit l'homme à sa matérialité et nous conduit au désenchantement.
la science se concentre plutôt sur le fonctionnement et non pas sur le sens. Or, l'être humain a besoin qu'on donne du sens à sa vie, à ce qu'il est. Donc, tout ça pour vous dire que la religion a une fonction pour le psychisme. Plus encore que pour le psychisme, les idéologies, donc à ce titre la religion et donc l'idéologie a une fonction socialisante. L'idéologie apporte des repères, nous donne des grilles de lecture et permet aux uns et aux autres de s'identifier aux responsables des différents mouvements, mais aussi de s'identifier entre individus. Ça permet donc de se construire son identité et de se lier aux autres. L'organisation est donc apaisée grâce aux idéologies. À l'adolescence, il y a quand même une étape particulière qui va se passer, parce que autant dans l'enfance, les parents oui, on peut permettre à l'enfant de... Je suis un peu surprise par le micro en fait. Je ne suis pas sûre qu'il fonctionne, que vous m'entendez. Vous m'entendez ? Oui. Donc, autant pendant l'enfance, les parents avaient permis à l'enfant de se repérer grâce aux idéaux qu'ils avaient fournis. Mais arrivé au moment de l'adolescence, le rapprochement du corps de l'enfant, le pubertaire, va enclencher donc certains réaménagements et donc vont pousser l'adolescent à s'éloigner de ses parents. Du même coup, les idéaux des parents sont rejetés. Mais non seulement les idéaux des parents sont rejetés, mais tout ce que ces idéaux avaient permis à l'enfant d'avoir, c'est-à-dire de se constituer une identité. Donc l'adolescent se retrouve comme fragilisé, sans repère, dans l'incertitude sur qui il est, sur ce qui pourrait orienter sa vie finalement. C'est pour cela que les adolescents sont particulièrement avides d'idéologie. Du coup, le recours à l'idéologie leur permet de retrouver des repères, et des repères externes effectivement sur la construction du monde. Donc ils retrouvent des valeurs à travers différents groupes, que ce soit politiques, que ce soit religieux. Mais en retrouvant ces repères, ils retrouvent également des repères internes qui leur permettent de savoir ce qu'ils aiment, quelles sont justement leurs valeurs et qui ils sont. Plus les assises narcissiques sont fragilisées, et bien évidemment, plus les adolescents vont avoir besoin justement d'appui externe. Donc plus ils sont fragilisés, plus ils seront susceptibles d'aller vers des mouvements idéologiques potentiellement radicaux. Alors, je vous ai présenté un côté positif par rapport au lien social. Donc on voit que ça permet de se lier au social en se construisant soi-même. Mais l'idéologie contient aussi un revers négatif par rapport au lien social, dans la mesure où, en s'identifiant aux valeurs du groupe et aux valeurs du chef, les individus qui s'affilient à une idéologie vont connaître une sorte d'effacement d'eux-mêmes. La raison va s'effacer au profit de la croyance, puisque c'est l'assurance de repères qui va primer sur la vérité elle-même. Ce n'est pas la vérité qui finalement renvoie justement à l'incertitude qui va prédominer, mais au contraire ce besoin de recourir à un cadre précis et qui justement fournisse des repères alors qu'il n'y en avait plus. L'idéologie refuse le doute, justement. C'est un peu le danger de l'idéologie. L'idéologie refuse le doute, et dans la mesure où l'identité du jeune s'établit en fonction de l'idéologie, plus il aura
tendance à s'éloigner de cette idéologie, plus du même coup, son identité sera en danger. Donc ça deviendra dangereux pour lui-même, pour la construction de son image, de se défaire d'une idéologie à laquelle il aurait pu adhérer. Donc c'est un retranchement derrière un savoir absolu que le jeune qui s'affilie à une idéologie va se retrancher. Mais c'est alors un usage particulier du savoir qui est engagé, parce que finalement, pour essayer de comprendre, pour s'intéresser, pour s'ouvrir aux autres, pour s'ouvrir aux connaissances que le champ social peut nous fournir, il faut accepter justement cette part de doute. Alors Lacan distingue finalement la vérité du savoir. La vérité, nous n'y avons jamais accès. La vérité est inaccessible parce que justement aucun mot, aucun signifiant ne peut affirmer une vérité, que ce soit sur le monde externe ou sur ce que nous sommes en tant que tel. Le savoir, quant à lui, c'est justement ce qui nous pousse à cette quête de vérité. Donc il faut accepter de ne pas savoir pour aller vers le savoir. Et quand on se réfugie derrière une idéologie, on refuse de ne pas savoir. Du coup, c'est vraiment je ne vais pas utiliser le terme de rapport au savoir parce qu'il est utilisé par d'autres dans d'autres perspectives théoriques, mais je dirais plus volontiers que c'est un usage du savoir qui est fait. Donc un refus de l'aliénation, finalement, un refus de l'incertitude. Mais ce brandissement de certitude évoque quand même évoque la psychose, évoque la fragilité des sujets qui justement refusent de se soumettre au manque. Et autant je vous disais tout à l'heure, le recours à l'idéologie nous fait revivre le temps de l'enfance, mais dans l'enfance, on a dû assumer finalement, on a dû accepter cette part de manque, c'est ce qui nous a liés aux autres. Mais à l'adolescence, si on refuse à nouveau cette part de manque, on est dans le même processus. Donc on est un peu comme dans la certitude du délire. Donc les adolescents qui vont se réfugier dans ces idéologies vont éviter de se confronter finalement au travail psychique de l'adolescence. Ils ne vivent pas leur adolescence. Ils ne font pas ce travail psychique qu'on doit faire à l'adolescence, qui justement part d'un mouvement qui éloigne des parents, mais qui doit finalement, après un cheminement, permettre de retrouver sa place en son nom propre, en reprenant quand même quelques éléments de ses racines. Mais là, donc, les adolescents se défont totalement de ce travail, puisqu'ils se positionnent, ils se positionnent comme des personnes qui ont le savoir ou vont aux côtés de personnes qui considèrent détenir le savoir, avoir le savoir. Donc ce n'est pas l'idéologie en tant que telle qui est dangereuse, c'est vraiment l'usage qu'on en fait. Alors, à côté de ça, des organisations vont profiter de ces fragilités de ces adolescents-là, vont vraiment utiliser cette fragilité à des fins politiques. Mais cette rencontre, ce n'est pas une rencontre opportune, il n'y aurait pas de rencontre sans les deux mouvements, c'est-à-dire sans des facteurs externes avec ce processus interne-là. C'est peut-être ce qui est un petit peu difficile à comprendre quand je discute avec des personnes qui sont dans des établissements scolaires, qui sont souvent préoccupées par l'image finalement qu'on pourrait renvoyer des adolescents, notamment des adolescents d'origine étrangère. Évidemment, le processus de radicalisation est très rare. Il est très rare en France, il est exceptionnel, mais justement, il nous montre qu'on a affaire à des personnes qui sont particulièrement fragilisées, et je crois qu'il ne faut pas négliger le fait qu'il y a cette fragilité à l'origine, que ça n'est pas simplement une mauvaise rencontre qui va faire qu'un jeune, à un moment donné, va tomber d'un côté ou de l'autre.
Alors, pourquoi des idéologies autant radicales, autant mortifères? Alors, la pulsion de mort, on voit bien, est à l'œuvre hein, dans ces mouvements. On voit bien cette pulsion dévastatrice. Mais la pulsion de mort, vous le savez peut-être, est à l'œuvre est à l'origine de la civilisation. Hein. Elle n'est pas simplement présente dans dans les idéologies qui sont radicales, mais dans toutes les civilisations, plus ou moins, justement, il y a cette présence de pulsion de mort. Et ce qui va justement nous guider de façon très morale dans la vie, hein, ce qu'on appelle le surmoi, hein, c'est donc l'intégration de la morale qui nous vient de nos parents, de notre environnement, de notre culture. Ce surmoi-là peut être extrêmement cruel. On parle de sévérité du surmoi qui peut nous amener à refuser justement des mouvements qui ne seraient pas conformes aux normes qui nous sont conduites. Il y a ce mouvement de projection à l'extérieur, ce que l'on refuse de nous-mêmes, hein, ces pulsions peut-être agressives sont projetées à l'extérieur, et donc c'est dans ce mouvement meurtrier et suicidaire à la fois qu'on va détruire cette part négative. Si ces phénomènes sont rares, ça n'exclut pas qu'on doit se poser la question, je crois que vous l'avez un peu fait ce matin, on doit se poser la question de notre société contemporaine, c'est-à-dire, je pense que beaucoup d'entre nous se posent la question, comment en arrive-t-on ici, en ce moment, hein, qu'est-ce qui fait que on puisse profiter de ces fragilités-là? Qu'est-ce que la société offre ou n'offre pas justement aux adolescents qui peuvent les amener à se réfugier? Enfin, moi j'utilise beaucoup ce terme réfugié, mais j'ai vraiment l'impression que c'est comme une protection qu'on allait chercher quelque part. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher avec ces idéologies? Tout à l'heure, en commençant, je vous parlais du développement de la science. Peut-être connaissez-vous ce que Lacan appelait aussi le discours capitaliste. Hein, oui. Le discours capitaliste, hein, c'est-à-dire que la science laisse penser avec la technologie qu'on va pouvoir accéder à tout le bonheur possible, que justement il n'y aura plus de manque. Donc c'est comme si on ne supportait plus la limitation, comme si on ne supportait plus de ne plus pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, comme si on ne supportait plus non plus de ne plus avoir cette idée qu'il n'y a pas de signifiant pour nous définir. C'est vraiment le refus de l'imitation que la science amène avec elle. Et la technologie amène avec elle. On voit bien que les individus apparaissent interchangeables. Alors le transhumanisme est un peu une caricature, j'ai envie de dire, mais c'est comme s'il n'y avait vraiment plus de limites, hein, comme si tout était permis. Mais en même temps qu'il y a ce mouvement, l'homme est vraiment réduit au plus simple objet, il est devenu interchangeable. Je suis donc issue du monde de l'éducation. Et dans le monde de l'éducation, effectivement, on ne supporte plus qu'un élève puisse avoir une difficulté quelconque. On doit colmater systématiquement à grands coups de pratiques extrêmement bienveillantes. Ça, c'est vraiment évident. Mais derrière ça, il y a quand même le refus du manque. Un enfant ne peut pas manquer, ne peut pas être défaillant. On attend tout des enfants. Mais pour les adolescents, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'au moment justement où ils doivent plus que jamais accepter de ne pas avoir accès à tout, hein, à ce moment-là,
l'environnement qui leur est extérieur, la société qu'on leur propose, c'est de leur dire si, vous pouvez accéder à tout plus tard, vous pourrez faire ça, si vous faites des études, vous aurez les métiers que vous voudrez, et puis bien évidemment, quand vous aurez les métiers que vous voudrez, vous serez comblés. On voit bien comment ça se passe dans le monde du travail. Donc cette société-là, finalement, est désinstituante. Dans le sens où le sujet dans le sens, où la société ne garantit plus ce qu'on appelle la fonction symbolique. Justement, elle n'amène plus, je pense surtout aux adolescents, elle n'amène plus ces adolescents à faire ce cheminement-là interne, qui est essentiel pour pouvoir se socialiser et qui est essentiel pour pouvoir se construire. La fonction symbolique. Donc avec la promesse de pleine satisfaction, c'est l'ouverture à tout, mais c'est aussi la place offerte aux idéologies les plus radicales pour justement proposer du sens, alors que les institutions n'en proposent plus, ne proposent plus que de la consommation finalement. On n'est plus que dans l'économique, parce qu'avec la science, c'est pas tellement la science finalement de mon point de vue, c'est plutôt la technologie et l'économie qui va derrière, c'est-à-dire que tout est devenu interchangeable. Donc tout est devenu vendable et donc consommable. Puisqu'on ne supporte plus l'incertitude, comment les adolescents pourraient-ils la supporter? Donc ils vont se replier derrière des idéologies qui, elles aussi, vont prôner la certitude. Et on retombe justement donc. À ce moment-là, j'ai envie de dire, c'est vraiment un coup double, puisque non seulement ces idéologies radicales vont permettre de redonner du sens, mais en plus, elles vont justement éluder la question de l'incertitude en affirmant des certitudes haut et fortes. Et plus les idéologies seront radicales, plus il sera difficile de s'en défaire. Alors, que faire? Si on avait la solution. Mais bon, ce que je peux proposer en tout cas, c'est au niveau des institutions, c'est justement de soutenir plus que jamais les valeurs qui nous ont été transmises et qu'on a envie de transmettre également les savoirs, mais aussi de transmettre notre savoir-faire avec le manque, c'est-à-dire notre savoir-faire avec l'incertitude, avec le fait que bon, on n'a peut-être pas tout ce qu'on veut, on ne fait peut-être pas tout ce qu'on veut, on ne comprend peut-être pas tout, mais on s'en sort avec ça, et on n'est pas si mal. On promet quand même de cette façon-là aux adolescents un avenir quand même envisageable, et ça laisse cette part d'optimisme sur un avenir, plutôt que de clore sur l'idée d'une société sans idéal. Donc il ne s'agit pas de regarder les adolescents ou les jeunes en se demandant s'ils sont adaptés ou pas. J'ai envie de dire surtout pas, justement, surtout pas. Il ne s'agit pas d'être adaptés, conformes. Au contraire, ne soyons pas conformes, mais usons de notre propre singularité, de notre propre façon d'être, et laissons les adolescents justement chercher leurs petites différences, aller chercher peut-être dans leur origine familiale, culturelle ou ailleurs, les laisser expérimenter différentes formes d'identité, sans envisager que tout le monde puisse être pareil et formaté, j'ai envie de dire. Et finalement, c'est ce que Freud, je vais terminer avec lui, c'est ce que Freud appelait l'éducation à la réalité. J'ai commencé avec finalement l'interrogation qu'il avait eue dans
dans un dialogue fictif avec un pasteur Pfister, hein, dans L'avenir d'une illusion. Mais dans ce même ouvrage, Freud parle d'une éducation à la réalité. Et l'éducation à la réalité, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire c'est apprendre, non pas que la science pourra tout nous fournir, mais c'est au contraire apprendre que l'on n'aura pas tout. Apprendre que... c'est nous désillusionner. Je vais terminer sur ça. Ben merci, je ne m'attendais pas, j'ai dit il y a encore du temps, mais comme on avait dit, il y aura des questions. Hein, préparez-vous à répondre, parce que les questions... Je suis prête. Hein, ce matin, ils étaient nombreuses. Alors, qui commence? C'est toujours la même question. Il y aura... Ah, merci. Donc, je vais vous passer le micro. Faut parler. Merci. Prenez les deux. Présentez-vous, et puis comme ça, on fera votre connaissance, et puis surtout ceux qui vous écoutent. Oui, bonjour et merci. Rolf Rouleau, donc responsable des visiteurs de prison à Fleury-Mérogis. Alors, ma question, ça tourne depuis ce matin parce j'entends pas prononcer tellement le mot d'islam, parce que dès qu'on le prononce, c'est islamophobie et ainsi de suite, c'est-à-dire que ça se retourne et on le reprend en retour. Nous, en prison, on rencontre effectivement essentiellement à Fleury des gens jeunes, pour l'essentiel, qui sont tombés en effet dans un mauvais mécanisme. Mais ça ne m'aide pas beaucoup, ce que j'entends depuis ce matin, à comprendre ce qui les y a amenés, parce que pendant des siècles, l'islam et la science ont très bien cohabité, même de façon bien plus avancée qu'en Europe. Il semble que depuis seulement un siècle, grosso modo, ils aient complètement perdu les pédales au niveau de l'islam. Effectivement, c'était de grandes puissances scientifiques, poétiques, médicales, ainsi de suite. Et là, ils ont complètement perdu tout ça. Et que l'islam arrive à servir de base, essentiellement, à quelque chose de mortifère, on a l'impression, en vous entendant parler, que tous nos jeunes sont perdus, sans point de repère, sans rien. Or, ceux qui sont vraiment perdus, c'est-à-dire ceux, par exemple, dont nous on a la charge en prison, sont des gens qui sont vraiment perdus, oui, en effet. Ils sont pas perdus ils sont pas perdus pour tout le monde, d'abord. Et comment se fait-il que ce soit l'islam qui serve de point d'appui pour certains recruteurs qui savent exactement taper dans les zones faibles pour aller les chercher là où ils sont, et les engager à aller mourir pour ce en quoi ils croient ou ne croient pas, parce que je crois que le Coran là-dedans pèse assez peu. En général, ils n'y connaissent absolument rien. Pour ceux qui sont convertis, en particulier européens, pour ce qui concerne la France, ils savent pas. Moi, quand je leur parle du Coran que j'ai lu, ils me disent « Ah oui, mais toi, tu l'as lu en français, donc ça ne veut rien dire. » Et ainsi de suite. Bon, on va passer pour un crétin. Enfin, il y a d'excellentes traductions. Et je leur dis « Mais toi, tu parles l'arabe littéral ?» « Ah non. » Je dis « Tu l'as lu comment ?» Donc, ils ont été entretenus, ils sont partis dans une mécanique très spécialement. Et c'est à peu près quand même la seule idéologie. Disons, cette religion sert de support idéologique. Et même si il existe d'autres religions, comme aux États-Unis, avec toutes les sectes protestantes en tout genre, on sait les sectes baptistes et tout, mais ils n'ont quand même pas autant de morts sur la conscience. Or là, on a affaire à quelque chose de très spécial. C'est qu'on tue au nom de cette idéologie. C'est pas la première au nom de laquelle on tue, mais là, on tue quand même beaucoup. Et l'une des spécificités, c'est qu'on se tue à l'intérieur même de la tribu. Parce que l'essentiel des victimes sont quand même des musulmans, tués par d'autres musulmans. J'ai pas la clé, apparemment personne ne l'a, cette clé on ne comprend quand même pas très bien. Et je pense que la lecture du manque d'avenir, du manque de projet, de tout ça, oui, je l'entends très bien. Dans les années 60, quand j'ai eu la chance d'être jeune, je sais pas très bien, oui effectivement on avait plein d'idéologies, hein, ça s'appelait marxisme, ça s'appelait la Chine, ça s'appelait un tas de conneries, effectivement, que j'ai un peu balayé de ma tête, et pas qu'un peu. Mais comment se fait-il, là, maintenant, que l'islam, revenu de ses cendres, quelque part, tue autant? Parce que c'est pour tuer, là, c'est pas pour convaincre, alors que l'idéologie, on avait quand même des discours. On tentait de convaincre.
Là maintenant, on ne tente pas de convaincre, on te tue. Donc c'est quand même quelque chose de très spécial et de très récent. C'est-à-dire que ça appartient à la fin du XXe siècle, parce qu'il y a eu les tours à New York qui ont sauté et tout ça. Et donc il y a bien des bases, y compris des bases économiques. On sait quels sont les méfaits de l'Arabie Saoudite là-dedans et tout. Et personnellement, je ne comprends pas grand-chose. J'arrive pas à en faire une synthèse de tout ça. Il y a sans doute une récupération, de toute façon, vous le dites très bien, hein, qui est faite par des organismes de ces fragilités-là. Après, bon, moi je n'ai pas le recul historique, mais je pourrais reprendre une phrase que Paul-Laurent Assoun avait citée d'Hitler, qui disait on ne peut mourir que pour une idée qu'on ne comprend pas. Et là, on est tout à fait là-dedans, hein, c'est-à-dire que il ne s'agit pas de s'intéresser véritablement au courant. Il s'agit, me semble-t-il, plutôt d'adhérer à un système qui fournisse des repères extrêmement rigides et qui justement vont délimiter le bien, le mal, l'homme, la femme de façon très très dure. Après, il y a aussi la dimension géopolitique là, qui dépasse. C'est pour ça que je vous parlais d'une double rencontre. Ça n'est pas seulement le processus interne. Sans la rencontre, sans la manipulation, hein, il s'agit de ça quand même. Sans la manipulation de recruteurs et de tous les penseurs qui sont derrière, ces jeunes qui sont particulièrement fragilisés, parce que ce sont des jeunes qui sont particulièrement fragilisés, là si je ne me suis pas fait entendre, j'en profite pour insister, ne commettraient pas ces crimes-là. C'est parce qu'il y a une organisation derrière qu'ils vont le faire. Donc c'est vraiment un processus interne avec un processus externe. Mais bon, il y a quand même une fragilité au moment de l'adolescence. Tous les jeunes adolescents ne sont pas fragiles, évidemment, à ce point, et je ne vais pas généraliser, hein, l'idée n'était pas du tout là. Mais plus justement, les assises narcissiques, l'identité et fragilité, plus il y aura ce besoin de recourir à une idéologie. Hein. Plus il y aura cette quête-là. Donc la fragilité est là au moment de l'adolescence, plus ou moins, mais effectivement, plus ou moins. Qu'est-ce qui fait que ce soit l'islam qui est une très grande religion qui peut ramasser ce genre de situation, au point où on en est maintenant? C'est un peu ce que j'essayais de décrire ce matin, hein, que l'islam, justement, peut-être à son corps défendant, je disais, mais à incarner cette rébellion adolescente contre l'ordre établi. Dans les quartiers, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que tout un corpus d'habitus, de vêtements, de discours, d'expressions fait appartenance et joue ce rôle d'incarnation de la rébellion d'aujourd'hui que ne jouent plus les communistes, etc., qui se disputaient le territoire de ces quartiers. Donc ça a cristallisé la rébellion adolescente et certaines personnalités fragiles se sont engouffrés dans cette transcendance. Et le problème que j'expliquais avec mon petit schéma tout à l'heure, c'est que la transcendance n'est pas accessible à la rationalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas discuter avec quelqu'un qui vous dit « au nom de Dieu, toi tu es impur ». Si tu es impur, de toute façon, je ne peux pas causer avec toi, tu ne comprendras pas. Donc là, il faut s'adresser autrement à ces personnalités. S'adresser en proposant d'autres formes de transcendance, d'autres formes d'engagement, d'autres formes de rêve, d'imaginaire. Là où il faut travailler sur l'imaginaire de ces jeunes. Moi, j'ai travaillé en centre éducatif fermé, donc je comprends tout à fait votre désarroi. Il y a des moments où on se dit, bon, de toute façon, ce que je dis, il ne l'entend pas. Il ne l'entend pas. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je peux agir? Est-ce que je peux le faire agir? Trouver un autre espace dans lequel son imaginaire peut valablement s'investir sans que j'en sois, parce que je suis impur, exclu. Donc le faire sortir de ce manichéisme pur-impur dans lequel les manipulations internationales sont très présentes. Ça c'est clair. L'espace géopolitique le dit bien. Voilà, Aram, etc. Mais justement, là il faut prendre au niveau personnel l'individu et essayer de le faire rêver à autre chose, à un autre monde. C'est difficile, c'est pas évident, mais c'est possible. C'est possible.
en aucun cas il faut se sentir en échec parce que la rationalité n'a pas à avoir. On n'est plus dans le rationnel. On est vraiment cette transcendance, c'est-à-dire ce sur quoi chaque individu engage la relation avec la mort, la vie, le pourquoi je suis là, qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère. Chacun, de façon intime, a ses réponses. Et là, ça n'est pas rationnel. Il y a quelque chose quand même qui m'a beaucoup frappé, justement dans le scientisme du 19e siècle, sur lequel on est encore un peu présent. Vous disiez que la science ne veut pas tout expliquer. La science ne veut pas tout expliquer. Elle ne veut plus. Raspail, François-Vincent Raspail, qui était un grand éducateur pour la santé, etc., que tout le monde connaît, sa stèle à d'Enfer Rochereau, c'est à la science l'unique religion de l'avenir, son plus fervent et désintéressé croyant. Donc la science n'était dans son esprit pas simplement le rationnel, le doute, l'expérimentation, c'était on y croit, comme une transcendance. Et au nom de cette transcendance, c'est arrivé jusqu'à Auschwitz. Donc voilà, c'est là la question, le scientisme, il a débouché là-dessus. Donc à partir du moment où on est dans le transcendant, il faut arriver à les faire rêver. Et vos jeunes, moi je conseille de leur faire du théâtre, d'essayer de faire, voilà, c'est ça, mais ne pas frontalement engager la discussion parce que ça, de toute façon, ils vous diront, bah oui, t'as lu le Coran en français, c'est pas le bon, etc. David, il y a quelqu'un. D'habitude, j'interviens pas parce que je suis pas là pour intervenir, ni pour commenter. Mais là, c'est un sujet qui m'intéresse. Il m'intéresse à double fois. Pourquoi? Parce que j'ai écrit sur l'islam et laïcité. Et j'ai démontré qu'il n'existe pas un islam qui est terroriste, comme on essaie de le dire. Et que la laïcité est compatible complètement avec les fondamentaux de l'islam en tant que civilisation, en tant que culture. Mais ce qu'il est arrivé, c'est qu'on pour toute idéologie, comme ça a été démontré ce matin, comme ça a été dit, toute idéologie politique, il devient terroriste par la suite. Donc ce n'est pas le legs de l'islam, ni du judaïsme, ni du christianisme, et on peut en trouver dans toutes les religions et toutes les pensées. Quand il dépasse les limites, il devient sectaire et j'ai la vérité qui n'existe pas et que vous l'avez pas. Et moi j'ai écrit en arabe, donc je peux dire que j'ai lu le Coran en arabe. Je l'ai même essayé de le traduire et je l'ai traduit avec Malek Chebbal, mon ami, qui m'a amené à la télévision. Il m'a dit, ma traduction c'est sous la hullette de cette personne érudite, mais il ne veut jamais le dire. Et c'était quoi cette personne érudite que je suis? J'avais, en 1990, à l'Institut du monde arabe, monté un projet et surtout un colloque qui a duré 2 jours. Il y avait plus de 1000 personnes. C'est la première fois où il est intervenu le Grand Orient de France, Harkoun, et j'en passe, et c'est un autre comme vous avez cité. Et c'était effectivement pour trouver une solution que l'islam, dans le Coran, n'est jamais dit que le djihad veut dire tuer l'autre. Se défendre, et dans toute civilisation et culture, qatiluhum, tu vois, le terme qui est utilisé, c'est lutter contre. Quand on vous attaque, vous avez le droit de répondre. Et que le djihad, le terme de djihad, n'était utilisé que contre des exceptions, dans ce sens que vous devrez vous défendre. Mais l'idéologie islamiste, bien sûr, comme toute idéologie fasciste, discriminatoire, droite, et c'est celle-là qui nous intéresse. Mais l'islam, je pense, comme le christianisme, même l'islam l'ont traité, parce que jusqu'au concile de Nicée en 335, il y avait la majorité des chrétiens, c'était un petit peu ceux qui défendaient qu'on ne peut pas parler de la Trinité et qu'on ne peut pas représenter Dieu. Il y avait un coup d'État et j'en passe, donc on disait même que l'islam n'est qu'une tendance de la chrétienté, mais ça c'est tout un autre débat. Et pour dire. Donc l'islam c'est une chose, l'islamisme politique c'est une autre chose, et là où on est, c'est cette idéologie fascisante ou fasciste qui est en face de nous, et je pense que les réponses ont été données, quoi, c'est le géopolitique. Mais ça sera l'occasion d'en parler autrement. J'en passe. Est-ce qu'il y a une question? Ah, voilà, heureusement, il va me sauver. Vous parlez de l'islam. Il faut quand même
Présentez-vous. Je suis M. Bordereau, groupe Polylogie. Je travaille dans le logement social, 37 500 logements, dans des quartiers particulièrement difficiles. On parle de l'islam, mais c'est une religion qui permet à tout un chacun, demain, d'être imam. Donc, ça me permet d'interpréter à ma manière, comme je l'entends et comme je le veux. Au travers de ça, je phagocyte des associations sportives de quartier, je phagocyte d'autres associations dans lesquelles je m'intègre, et j'avance lentement pour m'approprier une jeunesse qui aujourd'hui est déstructurée parce que la société est déstructurée, qu'il n'y a plus de repères, qu'il y a un manque d'emploi, et qu'on a une offre pour ces gens-là, et qu'on leur présente une offre qui, à la fois, les rassemble, les reconnaît et leur donne un sentiment d'appartenance. Dès lors, effectivement, on va se retrouver dans les trois catégories qui ont été décrites ce matin, je trouve assez bien. Le problème pour nous qui travaillons au quotidien, c'est comment on identifie, à quels signes on identifie particulièrement des personnes qui sont radicalisées. Et là, de ce point de vue, j'ai entendu ce matin des choses qui m'ont fait un petit peu bondir. Il va de soi qu'à partir du moment où j'ai identifié des personnes qui sont radicalisées, je n'ai pas de question à me poser. Je dois le signaler. Ce numéro en question dont on a parlé est un numéro où effectivement on ne considère pas que la personne est radicalisée, mais on va procéder à quelques vérifications. Donc il me semble là que on parle de l'islam, mais l'islam est entendu. C'est une religion comme une autre, c'est une foi qui est à caractère personnel. Nous sommes dans un état laïque, et la foi, là de mon point de vue, là je retire ma casquette et je parle de manière personnelle, c'est quelque chose de personnel et qui n'a pas à sortir du foyer. Chacun par ailleurs, et il faut le dire depuis de nombreuses années, il faut considérer aussi que la France a obligé un certain nombre de personnes, et notamment la première génération qui est venue dans notre pays, à procéder à leur culte dans des caves. Donc il ne faut pas s'étonner, n'acceptant pas nous-mêmes, puisque alors, il faudrait refaire toute l'histoire à l'envers avec la guerre des religions et le Saint-Suaire, mais il n'empêche que, à partir du moment où vous mettez des gens dans des caves pour exercer leur culte, forcément, vous générez des choses qui ne sont pas forcément bonnes. Les premières personnes étaient venues pour travailler, elles ont trouvé du travail, il y en a encore et il y en a qui ont du travail. Pour autant, il y a quand même des jeunes qui arrivent à s'en sortir. Déjà, je reviens sur ce qui a été dit ce matin, sur la parentalité. Je crois que le vrai nœud est là, finalement, à la fois dans la parentalité et aussi le bon sens. Juste le bon sens commun dans ce pays qu'on est en train de perdre. On nous donne à ces jeunes des modèles qui, franchement, sont pas forcément bons. Quand vous venez reprocher à un gamin d'avoir volé une pomme ou d'avoir vendu une barrette de shit, et que vous vous retrouvez en garde à vue, que vous retrouvez peut-être à Fleury-Mérogis derrière, et que vous en avez qui sont en costard-cravate, comme moi. Alors, je ne sais pas faire la comparaison, mais et qui défraient la chronique dans les journaux, et que effectivement il y a un sentiment d'injustice mélangé à tout ce que je viens de dire là, qui amène forcément à la haine. Il y a tous les ingrédients là pour que la cuisine et la mayonnaise prennent. Merci. C'est ce qui a été dit ce matin et ce qui a été confirmé par notre intervenant. Donc, je pense que... Et là, j'ajoute un mot parce que notre ami, là, il travaille dans les prisons et nous, on fait de la prévention dans le milieu carcéral. Imaginez-vous, j'étais là contre que l'aumônier, l'imam et tout ça, qu'est-ce qu'il vient faire dans le milieu carcéral? Alors, on m'a traité de tous les noms. Imaginez-vous, je leur dis, mais dans un hôpital, à la fin de vie, quelqu'un qui a la foi, qui a besoin d'un mot de l'aumônier ou du rabbin ou de l'imam, je peux le concevoir. Mais la prison, c'est une école, c'est une rééducation, c'est des personnes qui étaient délaissées sur le plan affectif, sur le plan social, sur le plan école. Il faut qu'il y ait une rééducation à la citoyenne. Non, mais j'ai dit mon point de vue. Mais c'est ce qui se passe actuellement, mais je ne suis pas d'accord. Ceci étant, on peut continuer.
pouvez vous exprimer, mais je pense que la prison doit être une école. C'est des jeunes, pour des raisons qui ont été dites, c'est ce qui est dit ce matin, ce que monsieur a dit, et qu'ils ont besoin d'une formation. Pourquoi je dis ça? On a travaillé au CREDA, malheureusement il n'existe pas, c'était la faculté de médecine, et c'était un centre pluridisciplinaire où des sociologues, des psychologues, des médecins, des psychiatres, toutes les formations se retrouvent autour d'une table, et puis on traite le sujet. Et je me rappelle d'un sujet qui était traité, effectivement, qui est toujours proposé, c'est la surpopulation dans le milieu carcéral. Et comment on fait? C'est dans les années 80. Et c'était un professeur qui est venu de Hongrie. Ben, il a travaillé en France, mais d'origine, donc c'est un immigré. Il a proposé un programme, il a proposé un plan qu'il faut investir dans le milieu carcéral, le plan qui a été pris par les Canadiens. Ça va coûter très cher dans les médias, mais à long terme, ça coûtera moins cher. Il a développé comme quoi il y a 10%, c'est le noyau dur dans le milieu carcéral qui est difficile et qu'il faut vraiment, c'est des personnes qui sont malades, c'est des personnes qui sont dans la déviance, c'est des personnes qu'on ne peut pas en sortir. Mais si on les laisse comme des poissons dans l'eau, eh ben, ils vont contaminer tout le milieu carcéral. C'est-à-dire que la prison ne devient pas une école pour réinsérer les jeunes qui sont pour une raison ou une autre, comme ça a été dit, eh ben ça devient un lieu de délinquance où vraiment on essaime, où ce 10%, ces éléments qui sont néfastes sont difficiles pour des raisons mentales, pour des raisons très difficiles, mais on ne les écoute pas. Mais c'est pour cela qu'on continue à en débattre et nous continuerons à débattre pour que les bonnes solutions ressortent de votre expérience collective et du savoir commun. À vous, madame. Marie-Laure Burnichon, visiteuse de prison à Bois d'Arcy. J'anime également un atelier débat philosophique avec les détenus, justement dans le sens où ils peuvent prendre du recul par rapport à ce qu'ils ont vécu, ils s'interrogent, etc. Et je trouve quand même étonnant votre discours, comme quoi ils n'ont pas le droit de pratiquer leur religion. Il n'y a pas que des radicalisés qui sont en prison, donc tous les autres ont le droit d'aller pratiquer leur culte, comme les chrétiens, comme n'importe lesquels. Moi, c'est ce que j'ai entendu. J'ai été choquée, peut-être que vous me dites derrière que ce n'est pas ce que vous avez dit, mais franchement, voilà, l'éducation, elle passe aussi par le respect de leur religion, de leur pratique religieuse. Il n'y a pas que des radicalisés en prison. Ah non, non. Ah, je ne dis pas le contraire. Non, je ne dis pas le contraire. Je dis moi, pour moi, et on peut en discuter, la prison doit être une école. Pour moi, c'est une école. Est-ce que à l'école, pour les élèves, on leur dit allez pratiquer votre religion? Ils peuvent la pratiquer en tant que personne, mais on ne doit pas leur éduquer. C'est tout. Donc, c'est-à-dire que la personne, il doit croire, c'est son droit, je suis un laïc, hein, et la laïcité, c'est ce qui a été expliqué tout à l'heure. Les gens, ils ont leurs croyances, mais je ne vais pas introduire une discipline à l'intérieur de l'école. Et l'école, il a son programme, donc la prison doit en avoir son programme, qui sont des éducateurs, et les éducateurs sont capables d'expliquer, comme l'a dit monsieur. Est-ce qu'il y a une question? Mais là, c'est une discussion qu'on peut continuer à l'infini. Hein. Moi, je suis aussi visiteur de prison et je donne des cours à Bois d'Arcy. Oui. Dans le cadre d'une association qui s'appelle Auxilia, qui donne des cours par correspondance et des cours en présentiel. Mais évidemment, l'éducation nationale est présente en prison, et ce sont deux choses totalement différentes. Et si j'ai bien compris, les gens vont à titre individuel assister à un office religieux, quelle que soit la religion, et par ailleurs, ils peuvent assister à des cours. Donc l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Bah si, vous avez dit il faut interdire les imams et les prêtres en prison, c'est ce qu'on a compris en tout cas. C'est ce qui nous a fait bondir. C'est pour lancer le débat. Ok, j'ai dit j'ouvre d'habitude j'interviens pas. Oh, voilà, j'aurais dû me taire comme d'habitude. Mais c'est intéressant. Hein? C'est intéressant. Non, mais bien sûr, on peut en débattre, hein, on fera une. Excusez-moi. Mais je reste intransigeant là-dessus. Excusez-moi, je me permets aussi juste ici. À vous, madame. Je me permets aussi juste de rajouter, vous avez mentionné le fait que vous étiez laïque. Seulement la loi de 1905 sur la laïcité a été faite dans l'esprit de respecter le droit de culte de chacun et donc de leur donner les moyens de pratiquer leur culte de la façon dont ils avaient besoin. Et je pense pas que si on parle de radicalisation, donc qui nie un certain nombre de droits à d'autres personnes, ce soit judicieux de priver des droits humains des détenus. Continuez, monsieur.
C'est une parenthèse, hein, c'est pas l'essentiel de notre discussion. Et peut-être je me suis mal compris. Est-ce qu'il y a par là encore? Personne ne veut intervenir. Ah voilà, ben, la dernière. Hein. Oui, ce n'est pas une question, c'est plutôt un constat. Donc je suis Marie Fichet, je suis un ancien médecin en retraite. On vous entend mal. Hein. Bon, alors, je dis que ce n'est pas une question, c'est plutôt un constat. Je m'appelle Marie Fichet, je suis médecin en retraite. Et ce que je voudrais dire, c'est que je suis frappée par les similarités entre la radicalisation, qui s'adresse surtout, là, si j'ai bien compris, au milieu adolescent, et les phénomènes sectaires, mais qui touchent surtout les adultes, enfin, où on constate beaucoup d'adultes et beaucoup d'entrées. Et je me dis que ce qui est essentiel, et moi ce que j'ai entendu cet après-midi, c'est la perte de sens. Et c'est là-dessus que nous devrions travailler. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Très bien. Encore un petit mot ou à la conclusion tout à l'heure. Non, bah oui, peut-être un petit mot juste pour constater quand même que la question de l'idéologie est toujours très difficile à aborder. Hein, et que elle entraîne quand même des débats tout de suite. Où est-ce qu'on met justement les limites? Jusqu'où est-ce qu'on peut en parler? Jusqu'où est-ce qu'on peut pratiquer? On est quand même sur un terrain qui est un peu miné. Et effectivement, je vous suis totalement quand vous parliez du tabou de l'islam. Ce sont des choses dont il reste quand même actuellement extrêmement difficile de parler. Et je trouve que tout le mérite de la journée, c'est justement de prendre le temps de parler de ça. Non, vous grattez votre tête, j'avais cru que... Attention. Maintenant, il y a de l'électricité. Mais je termine, et ça n'a rien à voir avec le milieu carcéral, on peut en discuter, je pense qu'on s'est mal compris. Mais il y a un livre d'un imam qui était dans l'Azhar. L'Azhar, c'est un petit peu en Égypte, c'est un petit peu l'école de référence où ça a été. Il s'appelle Ali Abdelrazak. Il a écrit un petit opuscule, il a été renvoyé de l'Azhar, il était juge, il a été renvoyé, il a vécu, mais qu'est-ce qu'il a écrit? Il a dit, on s'en sort, et ça c'est pour l'islam, et je ferme la parenthèse, si on considère le prophète Mahomet comme quoi? Comme un autre prophète, ou 2 ou 3 autres prophètes, comme David, Salomon et Joseph. C'est-à-dire qui a la foi, qui a le religieux, qui a la transcendance que vous avez, et qu'à un moment donné, il était un roi. Et que si on démêle tout ce qui était de la temporalité, du jugement dans les médias, de tout ce qui est foi, on trouve une solution. Donc on peut, pour l'islam comme pour la religion, parce que Malraux, il a dit le 21e siècle sera religieux, il ne sera pas, à la différence de Freud. Ceci étant, donc le volet religieux, c'est un débat très intéressant, il est partout, mais on ne peut pas le résoudre dans une discussion, ça ne nous crée que des malentendus. On continue avec le professeur Émile Henri Riard, professeur émérite.